Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Vous êtes nombreux ce matin et je vous en remercie. Je suis ravie de vous accueillir. Donc, comme on peut le voir sur la slide qui suit, le Moniteur formation, ce sont plus de 5000 stagiaires formés chaque année, plus de 300 programmes et 1500 sessions de formation planifiée. Si vous pouvez passer à la slide qui suit, Julio, merci beaucoup. Et puis, ce sont des formats en présentiel ou à distance, sur des formats à la fois classe virtuelle, e-learning ou encore blended learning. C'est bon pour le passage des slides, Julio? Ah, là, nous ne vous voyons plus et nous ne voyons plus votre écran. Alors, il va revenir. Du coup, je vais reprendre la main sur le partage. En attendant, veuillez nous excuser. Hop. J'arrive tout de suite. Voilà, veuillez nous excuser en attendant que nos intervenants reviennent. Donc voilà, je vous le disais, plus de 5000 stagiaires formés chaque année, 250 programmes et plus maintenant même, 1000 sessions de formation déroulées chaque année, en présentiel ou à distance sur des formats classe virtuelle, e-learning, blended learning. Voilà, nous avons une large gamme de formations. Sur diverses thématiques que vous connaissez sans doute déjà, mais voilà, qui nous permettent de balayer l'ensemble des thématiques que vous, professionnels, avez en tête et dont vous avez besoin pour vous former. Nous avons notamment une nouvelle thématique sur les soft skills et sur, bien évidemment, l'IA au service du bâtiment pour, voilà, appréhender le bénéfice de l'IA sur le secteur du BTP. Et puis, bien évidemment, une rubrique technique de construction et de réhabilitation, sujet qui va nous intéresser ce matin à travers ce webinaire autour de la surélévation sans démolition. Vous voyez à l'écran quelques-unes des formations que nous avons sur ce sujet. Et en leur redonnant la main sur la présentation, je vais donc être ravie d'accueillir Julio Jiménez et Patrick Kless, qui sont tous deux cofondateurs de la société Surélève. Surélève, passionnés par la transformation, la réhabilitation du bâti existant et dont les missions sont le déploiement de la surélévation sans démolition pour améliorer en fait l'impact du bâtiment et de l'immobilier tendant vers des opérations à empreinte environnementale quasi nulle. Donc, je vais pouvoir leur laisser la parole. N'hésitez pas tout au long du webinaire à leur poser vos questions. Moi, je les relayerai en fin d'intervention. Et n'hésitez pas également, vous aurez un petit questionnaire de satisfaction à l'issue de ce webinaire. Merci de bien vouloir le remplir, ce qui nous permet de nous améliorer mois après mois sur les webinaires que nous vous proposons. Messieurs, je vous laisse la parole. Un grand merci à vous et à tout à l'heure en fin de webinaire pour les questions qui auront été posées. Merci. Oui, bonjour. Bon, je vous présente Patrick Kless, le cofondateur de Surélève et l'inventeur du système de levage de toiture sans démolition. Bonjour. Et moi, je suis Julio Jiménez, je suis son cofondateur et je suis ingénieur, architecte, manager et je suis dans la circularité et l'environnement. Et donc voilà, on est un complément pour ce faire. Et donc,
Là, donc, la surélévation est un sujet, bien sûr, qu'on dit aujourd'hui qui coche pas mal de cases. Et, et donc, ça, l'image, c'est une surélévation historique au centre de Paris. Par exemple, là, à Saint-Germain, on peut voir la double toiture qui s'est construite une sur l'autre. Et parce que, bon, aujourd'hui, ça joue en faveur de la raréfaction des sols à bâtir. Il n'y a pas beaucoup d'options aujourd'hui avec l'objectif zéro artificialisation nette. Donc, ce que l'on appelle la sobriété, nous, on aime plus l'appeler la circularité foncière. Et c'est bien sûr dans une circularité matérielle, depuis qu'on utilise le bâti existant, et aussi dans la conservation du bâti, mais aussi indirectement de la conservation de la nature, du couvert forestier et agricole. Bien sûr, c'est aussi, ça joue en faveur de la densification, ce que l'on appelle aujourd'hui plus la densification douce et la mobilité douce. Aussi, au PLU de Paris, il y a des aspects favorables. Et il est plutôt favorisé, et notamment si les cours sont reverdis, et on a la possibilité d'augmenter d'un étage les bâtiments, même par ailleurs au-delà du PLU. Ça ajoute un potentiel bioclimatique aussi à exploiter. On peut améliorer la performance bioclimatique de tout le bâtiment avec une surélévation. Tout ça est à analyser et à étudier. Mais il y a aussi cette possibilité de rafraîchir le bâtiment par la surélévation. Et c'est bien sûr une activité rentable, voire très rentable parfois, et avec des retours sur l'investissement intéressants. Et ça permet de financer les travaux de rénovation. Donc, il y a pas mal de choses favorables par rapport à la surélévation. Par contre, il y a un problème, et c'est la démolition de la toiture. En France et en général en Europe, 90% des toitures sont à charpente, et donc pour pouvoir surélever les bâtiments, il faut démolir la toiture. Donc, ça cause des déchets, beaucoup, des délais, des risques de nuisances et des coûts. Des coûts partout. Parfois, on est amené à construire une structure temporelle de parapluie, comme dit, telle que l'image à droite, en bas à droite. Et tout ça, c'est des ressources, des coûts, etc. Et donc, voilà, pour continuer un petit peu avec les complexités de la surélévation urbaine, on doit faire la protection aux intempéries, la sécurité des hommes sur le chantier, on doit garantir ça. Bien sûr, en centre-ville, il y a la question de l'accès, la circulation, le stockage des matériels et matériaux, la gestion des déchets, la maîtrise dans tout ça des plannings, et la perturbation des voisinages, les nuisances, les interruptions des rues par des grues, et puis l'impact environnemental. Plus d'images sur les complexités de la surélévation. Encore une autre structure parapluie. Regardez les risques des personnes qui travaillent sur le chantier. Les déchets. Là, on voit la fermeture de rue par la présence d'une grue. Et donc, la solution que nous apportons est la surélévation sans démolition, avec un système industriel qui a fait ses preuves au Pays Basque notamment, et avec 12 chantiers. C'est un procédé propre, rapide, avec des risques diminués, moins de nuisances et bien sûr moins cher que tout ce que vous avez vu. Et la toiture, en fait, pour une maison comme celle-là qu'on montre, est levée en 4 heures. À droite, le système actualisé, adapté au bâtiment collectif, dans ce cas-là, pour une bonne creuse. Donc, la proposition de valeur que nous apportons, c'est vraiment une surélévation sans déchets.
avec au plus haut niveau de circularité. Pourquoi? Parce que nous sommes même au-dessus nous considérons du réemploi. Le réemploi sur site est ce qui est au plus haut valeur circulaire, considéré par la RE20 zéro carbone, et la conservation sur site, même il n'y a presque même pas de déplacement. C'est bon, presque zéro carbone et zéro ressources matérielles pour la partie toiture, bien sûr. Et indirectement, on joue encore une fois en faveur de la régénération des sols, de la nature, des sols agricoles, des forêts et de la biodiversité. Et tout ça a une activité qui est pratiquement à zéro carbone. Donc, je laisse la parole à mon associé Patrick, qui est l'inventeur. Il va vraiment de première main. Il a un savoir, je dois le dire, il ne va pas le dire, mais unique dans le monde entier. Et donc, c'est très intéressant ce qu'il a fait et je lui laisse la parole. Bonjour à tous, merci de votre intérêt pour la surélévation sans démolition. Donc, je vais essayer modestement de vous éclairer un peu sur le sujet par mon expérience. Donc, on va commencer par un principe, le principe de la surélévation sans démolition. Ça veut dire on va garder la toiture. On va garder la toiture, on va garder les éléments qui composent cette toiture. Comme on peut voir ici, des Velux, ça peut être aussi des panneaux solaires, ça peut être plein de choses, et des revêtements intérieurs comme l'isolation et le plateau de pâte dans ce cas de figure. Et donc, on va surélever ça. Alors ça, c'est une option, comment dire, qui est l'option A, on va dire, qui était la première option, qui était de surélever en appui sur un plancher porteur. Voilà. Donc ça a été développé en partie par les Allemands, qu'on va découvrir par la suite sur la prochaine vidéo. Donc voilà, là on vous présente la surélévation par le système allemand d'ILO, qui a déjà une belle existence dans le temps. Donc on voit que c'est une composante hydraulique, c'est un peu la composante, je dirais, commune aux deux systèmes. On a une typologie de charpente, là c'est des charpentes allemandes, donc avec un chevronnage porteur sans panne intermédiaire. Et donc, on va positionner une forêt de vérin, des lignes de vérin sous cette charpente, et on va la lever à 80 cm. Donc, une hydraulique, on appelle une hydraulique en étoile, c'est-à-dire que il y a un centre unique de motorisation et de poussée hydraulique qui viennent alimenter les vérins. Donc on voit il y a beaucoup de tubes d'alimentation. Voilà. Donc il y a l'opérateur par contre est sous toiture, ce qui pour nous est une notion de risque dans le principe. Et la levée maximum sous une poussée de vérin est 80 cm. Par la suite, on voit que si on veut lever plus haut, alors là on ne voit pas trop, mais si on veut lever plus haut, on doit mettre des taux d'étaiement qu'on va voir sur la prochaine diapositive. Donc là, vous avez une vue du chantier réel. Ce sont des photos que j'ai faites en Allemagne quand je suis allé voir le chantier. Donc, on voit les personnes en dessous. On voit qu'il y a un axe central, un mât central pour contreventer, dont la stabilité est assurée par des haubans ou des tirants plutôt, des tirants rigides qui s'impriment dans le sol. Et donc, on voit le travail, comment dire, de l'opérateur sous toiture. Voilà, donc je pense que là, on est bon. Alors là, par contre, là, on voit maintenant le même principe sur des bâtiments collectifs, ou industriels, ou sportifs, ou d'habitation, et sur des hauteurs supérieures à 80 cm. Donc le principe chez les Allemands, c'est de lever à 80 cm, de stabiliser la toiture, de mettre des taux d'étaiement, de remettre des vérins, et comme ça, par poussée de 80 cm. Donc un levage de charpente de ce style prend en général entre une semaine et 15 jours. On reste toujours sur l'application sur sol. Mais ça a pour intérêt de montrer que le fait de conserver la toiture reste toujours un élément clé dans la surélévation, sans démolition, bien sûr. Maintenant, arrive surlève. Donc, nous, on a une autre option. On a choisi le principe, et les premiers qui en découlent, ont été bâtis sur un principe d'appui sur mur. C'est-à-dire qu'on positionne une série de colonnes de levage, donc d'éléments mécano-hydrauliques, reliés par une ceinture qui, elle, va venir récupérer la charge qui était initialement portée par les murs, et on va donc lever cette toiture assez rapidement, puisqu'on atteint à peu près 3,50 m en 3 heures et demie. Voilà. Ce qui est tout
tout de même assez intéressant. Donc là, on peut voir sur la photo droite une reprise, un premier chantier de reprise de charpente avec une charpente posée sur pignon refend. Voilà, donc charpente à panne. Voilà, donc on va passer à l'image suivante. Voilà, donc qu'en est-il une fois que la toiture est levée? Ben voilà, là vous découvrez un toit en l'air, le toit a été juste levé, et donc c'est l'arrivée de l'opérateur pour commencer à déployer un peu le chantier. Alors on voit qu'on a tout de même un chantier assez propre au départ, on est sur de la plafonnette, et donc le toit est au-dessus, donc il offre un abri permanent, donc il se substitue complètement au parapluie. Voilà, donc c'est du 2 en 1. On a conservé la toiture, et là le chantier est totalement à l'abri, à la fois au niveau de l'eau, bien sûr du vent, de la neige, il va y avoir de la neige, et surtout du soleil en été. C'est très très pratique pour les opérateurs de confinement. Une question, Patrick, et cette maison-là, elle était occupée? Alors, les deux chantiers, enfin, tous les chantiers sont faits en site occupé. Voilà, ça c'est l'un des principes de l'opération, c'est aussi d'éviter que les gens déménagent. Et donc, on leur offre toute une garantie, bien sûr, complète de sécurité, et nos clients ont parfaitement apprécié cette démarche. Je passe à l'image suivante. Voilà, donc une fois que on a surélevé, et on a vu tout à l'heure le ciel, enfin le plafond dégagé, on commence à mettre en place le solivage. Donc tout de suite sur un chantier totalement dégagé où les hommes peuvent circuler, on voit sur l'image du bas, donc on a mis un solivage, on a mis quelques planches de plancher pour pouvoir permettre les appuis le stockage des matériaux, et on monte les matériaux, que ce soit sur du bois, que ce soit sur de la brique, que ce soit sur du béton cellulaire ou du métal, voilà. Et bien sûr, on est des fois aussi amené à stocker en extérieur, parce qu'on n'a pas nécessairement de place sur un jardin, sur les maisons en particulier. Et donc l'image d'en bas montre une maison sur rue, sans jardin, où on est obligé de stocker les parpaings, parce que c'était un choix du client de partir sur du parpaing. Voilà. Donc le chantier offre une vraie facilité d'exécution. On n'est pas dépendant des matériaux. Une fois qu'on a levé le toit, on peut être amené à faire un chaînage, le renfort, on le fait à l'abri, et après tout de façon très fluide. Voilà, donc on va commencer par ce petit chantier, qui est un chantier qui a été fait, dans la campagne de Basque, avec un terrain de plus de 10 mètres carrés, donc les gens avaient l'option aussi, sans aucun problème, de faire l'extension. Et donc, on transforme cette maison de plein pied qui fait 110 mètres carrés en une maison qui fera 170 mètres carrés, parce qu'on a rajouté 60 mètres carrés. Donc, là, c'est une surélévation, pas une demi-surélévation, mais c'est une surélévation partielle. Quand je dis partielle, c'est qu'on a divisé la maison en deux, et on a levé une partie du toit. Et donc, les gens ont fait on a fait la surélévation pour les gens. Donc, le hors d'air a été fait en 3 semaines. Donc, il y avait une poutre béton à faire, pour reprendre le nouveau refend. Et on a monté l'étage, puis en 3 semaines, la maison était hors d'air. Je passe sur une question avant de. Oui, pardon. Et ils ont fait le choix de surélever et de ne pas faire une extension. Oui. Et pourtant, ils avaient beaucoup d'espace. Oui, tout à fait. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Vous considérez qu'il y avait une valorisation de la maison la maison était beaucoup plus agréable, beaucoup plus conforme, on va dire, à leur esthétique qu'ils voulaient et à leur usage, parce qu'il c'était aussi une séparation, parce que c'était prévu pour l'arrivée des enfants. Donc voilà, ils voulaient l'extérieur, ils ne voulaient pas toucher l'extérieur. Et ils ne voulaient pas toucher l'extérieur. L'avantage aussi, que je n'ai pas encore précisé, mais le chantier reste totalement propre. C'est-à-dire que pendant la durée du levage, on peut voir l'image du haut. Ça n'a pas été fait exprès, c'est pas pour la photo, c'est comme ça. On voit que tout le monde est autour, que la vie continue, le toit est en l'air, et il n'y a pas de dégâts sur le jardin. Il n'y a pas d'emprise d'une démolition qui va nécessiter des peines, qui va nécessiter de la poussière, du bruit. Voilà. On est vraiment dans quelque chose de très, très fluide, très propre et très fluide. Tout à fait. Alors, ce chantier-là est intéressant dans la mesure où c'était un chantier, on a créé une petite terrasse, donc on a levé le toit. Là, c'était aussi une maison de 100 mètres carrés à peu près. De mémoire, on va doubler la surface, donc on arrive à quasiment 200 mètres carrés. Le propriétaire voulait faire en partie une salle de billard, une chambre
et une terrasse. Donc, on a eu une belle salle principale, on a fait ça. Donc, on a fait de la surélévation en voûte alvéolaire. Voilà. Donc, là aussi, donc, dans les chantiers en maçonnerie, les temps sont toujours beaucoup plus longs, puisqu'il y a le temps du levage, le temps du montage et du séchage des murs. Donc, on a réalisé le hors-d'ordinaire en 3 semaines, c'est pas mal. Et donc, ce client a été entièrement satisfait. Vous voyez, pour toujours, là aussi, il y a préservation du jardin, préservation de l'environnement. Et une des spécificités de notre système, c'est qu'une fois que le toit est levé, on peut enlever le système de descente de charge ou de montée de charge et laisser la charpente en étayage et contremontée sans aucun problème. On voit l'image de gauche, en haut, de droite en haut plutôt, qui le présente bien. On était sur une charpente industrielle aussi, je précise, donc une charpente industrielle. Voilà, et on va terminer sur cette présentation sur le 3e cas. Là, c'était une maison, comment dire, aussi de 100 mètres carrés, à peu près 100 mètres carrés, donc en charpente 4 pentes, fermette industrielle, où le client voulait faire une habitation pour son frère, qui était handicapé, donc il voulait. Là aussi, on rentre dans une histoire de vie. Chaque chantier, c'est une histoire de vie très intéressante. Et on a eu plusieurs sur ce 12 chantiers. Donc voilà, là, c'était de faire cette maison. Et puis, tout agrandir la maison, il est situé dans les Landes, donc pas très loin des plages, en Grèce. Donc, on a fait un chaînage maçonné, ce qui est un peu, comment dire, un peu ralenti le chantier, toujours, parce que c'était le choix d'architecte. Chose qui n'était pas obligatoire à l'époque, mais peut-être par mes connaissances de la surélévation, il a voulu prendre ses garanties. Et donc, il a demandé un chaînage béton. Et après, on a monté, comment dire, en 24 heures, enfin 24 heures, une journée, on a monté le socle bois et on a reposé le toit direct. Voilà. Donc, ce sont des chantiers aussi qui ont été assez rapides. Et puis, il est un peu plus loin, il a voulu faire une terrasse, il a voulu faire une extension avec terrasse et une piscine. Donc, globalement, comme le coût d'opération au départ est très intéressant pour lui, il a pu mettre en budget aussi dans une extension de la maison. Voilà. Ça, c'était, comment dire, sur les opérations réalisées. Maintenant, nos perspectives. Donc, on a développé la nouvelle génération du système qui est issue de l'expérience réalisée il y a quelques années avec le premier système où vous avez vu les réalisations. Donc, ce système est optimisé. Il est optimisé dans le sens où on a réduit le nombre de points de levage, comment dire, par longueur de façade et par longueur de façade. Ça, c'est une première chose. On peut monter sur des hauteurs maintenant on envisage de lever 3 niveaux, mais je pense qu'on pourra lever ces 3 niveaux parce qu'on a mis en place des éléments de structure et de renfort qui permettent de lever 3 niveaux. Donc, on peut aussi, bien sûr, lever sur des bâtiments en U. Là, c'était une charpente traditionnelle, c'était un EHPAD qu'on avait étudié au tout début du projet, il y a très longtemps, et donc j'ai gardé en mémoire et sur lequel j'ai pu adapter ma nouvelle génération de système. Donc là, il n'est pas très très bien défini parce que bon, ça reste encore, je dirais, dans une forme de confidentialité avant d'être sur le marché avec cette nouvelle génération. Voilà, mais donc elle aura des perspectives intéressantes qu'on va pouvoir avoir sur des dents creuses. Voilà. Donc par exemple là, je sais que c'est un gros sujet urbain, la dent creuse, partout dans le monde, dans les grandes villes du monde. Donc voilà, donc comment optimiser les surfaces, comment optimiser un bâtiment qui lui est souvent dent creuse, sur lequel on peut rajouter 1, 2, 3 niveaux. Donc cette nouvelle génération est amenée à solutionner la problématique tout en réglant d'autres problématiques qui est l'alimentation du chantier. C'est-à-dire que nous avons développé un système qui permet d'alimenter le chantier sans grue, ce qui est tout de même quelque chose d'extrêmement intéressant, surtout dans les zones urbaines où les circulations sont à moins de 9 mètres. On est vraiment sur une optimisation parfaite et un outil parfaitement adapté pour ce type d'opération. Voilà, donc là, vous voyez un petit schéma, le système est plus élaboré, mais bon, on en voit le principe. Donc, bien sûr, on dégage l'espace. Là, on a fait une simulation sur une alimentation en métal, donc sur une solution métal qui nous paraît extrêmement intéressante en structurel. C'est un peu notre expérience par rapport à la répétition de charge, par rapport à la rapidité de mise en œuvre, le fait que ce soit des solutions sèches. Après, bien sûr, le tout peut être habillé comme on veut, ça, je pense que c'est le rôle de l'architecte de faire cet habillage de façade. Mais nous préconisons dans ce type d'opération plutôt ce type de solution. Mais ce n'est pas une obligation, bien sûr. Donc, on revient sur ce que dit Croulou tout à l'heure quant aux avantages de la surélévation. Donc, c'est une redite de l'opération. Voilà.
Et on va peut-être aller à la diapo suivante. Donc là, là, on est sur un benchmarking, un comparatif des solutions. Voilà. Donc si je prends la toiture terrasse, on a bien sûr des éléments très rapides. Il n'y a pas de plancher à faire normalement. Il n'y a pas d'étanchéité à faire. Il n'y a pas comment dire de parapluie à mettre. Tout se monte comme ça en bloc. Donc c'est très simple. C'est peut-être l'une des solutions les plus intéressantes en comparaison à la nôtre. Mais bon, là, on est bien sur une toile terrasse, donc on se rapproche vraiment de ça. En termes de sécurité, ben oui, bien sûr, ça reste un chantier sécurisé. Les intempéries, on les protège naturellement. En termes de sécurité, on est sur une sécurité foncière, donc on est pas mal. En termes d'impact de carbone, c'est un peu moins bon, parce que là, on va même, comment dire, avoir des chantiers particuliers dans ce sens. Il y a une vraie flexibilité architecturale dans le toit terrasse. Et le style de chantier, bon, en fait, le toit terrasse, c'est peut-être comment dire, ce qui se rapproche le plus de nous en termes d'organisation et de comparaison, je dirais, technico-économique. Arrive la démolition de toiture. Alors là, bien sûr, la rapidité, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus bas. En termes de sécurité, c'est un peu moyen. En termes de coût, c'est trop cher. Condition intempérie, bien sûr, elle est bonne avec le parapluie, bien sûr. C'est pas très circulaire puisqu'on démolit. Impact carbone, bien sûr, il y a un impact carbone vert. Il y a une vraie flexibilité architecturale, puisqu'on démolit le toit et on fait ce qu'on veut. Impact sur le voisinage, c'est assez moyen parce qu'effectivement, la démolition sera toujours contraignante pour l'environnement, pour les personnes qui sont autour, pour le voisinage. En termes de logistique chantier, c'est un peu plus compliqué. Et en termes d'organisation chantier, c'est un chantier complexe. Donc, on revient vraiment dans la complexité des chantiers traditionnels. Après, il y a une solution qu'on appelle le recouvrement du toit existant, ou le roofing, on peut l'appeler, le recouvrement. Alors là, c'est assez rapide, on va dire un peu plus rapide que la démolition du toit. En termes de sécurité, par contre, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on les gens travaillent rarement dans les conditions de sécurité adaptées et on travaille sur des toits, donc sur des toits à pente, de manipulation, rajouter un toit sur un toit à pente, monter des murs sur un toit existant, avec un toit existant et faire beaucoup d'acrobaties. Donc c'est un chantier qui est assez compliqué. En termes de coût, bon, ça reste un chantier toujours un peu cher. C'est pas très circulaire puisqu'on continue à démolir le toit et toutes ses conséquences. Il y a un peu moins de flexibilité architecturale par rapport à l'évolution construction du toit. L'impact sur le voisinage est un peu moindre aussi, effectivement, parce que le chantier est un peu mieux organisé. En termes de logistique chantier, c'est aussi un peu moins contraignant. Et en termes d'organisation du chantier, c'est à voir. C'est ceux qui ont fait déjà l'opération pour en parler mieux. Après, il y a Dino. Donc, Dino, oui, Dino est sur l'Ève, et en termes de rapidité, on est quasiment au même niveau. Hein. C'est un peu plus rapide, parce qu'effectivement, nous, on lève plus haut, on crée un étage plus rapidement qu'eux. En termes de sécurité, on travaille, nous, en extérieur, on travaille en sous-toiture, donc là aussi, c'est un peu différent. En termes de coût, on est plus ou moins aligné. En termes de protection intempérie, on est aligné avec eux, bien sûr. En termes d'impact carbone, on est aligné aussi avec eux. En termes de flexibilité architecturale, on est aligné aussi un peu avec eux. En termes d'impact voisinage, on est un peu aligné. En termes de logistique et d'organisation de chantier, là, par contre, on est un peu meilleur dans nos réalisations. Voilà, ça, c'est un peu l'expérience qu'on peut en faire. Sauf que il faut, excuse-moi Patrick, il faut clarifier que Dino, le système allemand, a besoin d'une dalle pour pouvoir pousser à partir de la dalle. Donc, c'est très peu de bâtiments à chaque fois, vraiment, qui ont déjà prévu une dalle, excusez-moi, pour faire la surélévation ou l'extension verticale. Donc, vraiment, Dino est plus à côté de ce point de vue-là à la toiture terrasse qu'à Surlève. Surlève est le seul système qui pousse à partir des murs et donc il n'a pas besoin de dalle. Tout à fait, c'est évident. L'objectif du système, moi je me rappelle, mon objectif initial sur le plan technique, c'était de couvrir le marché qui était le plus nombreux, le plus large. Et donc, la logique fait qu'effectivement, l'appui sur mur couvre 90% du marché, alors que l'appui sur plancher va peut-être couvrir 10% du marché. Donc, on est sur un autre système. Maintenant, je pense que l'avantage de Dino, c'est qu'ils ont existé et ils valident par leur histoire, par leur expérience, ils valident le principe de surélévation. Et les Allemands sont en général des gens connus pour leur
leur bon sens et leur praticité, leur organisation. Et donc, ils ont trouvé dans le principe de surélévation sans démolition quelque chose qui était cohérent, indépendamment des problématiques thématiques qu'ils ont, parce que eux, bien sûr, ils sont dans des régions où il pleut beaucoup. Maintenant, on voit que la surélévation sans démolition, donc avec la conservation du toit, devient intéressante, même dans les périodes climatiques où il y a des coups de chaud. Travailler, prendre en considération le travailleur, l'opérateur sur place, les opérateurs, et prendre en considération au niveau de la santé et leur offrir un chantier qui est protégé des rayonnements solaires, devient tout autant important pour moi, ça c'est ma vision, tout autant important pour moi que de protéger le chantier de la pluie. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont pour moi extrêmement importantes et que le système porte en lui dans son ADN. Ça, c'était à l'initial. Pour revenir sur l'historique, moi, j'ai été confronté dans ma vie à une situation où j'ai fait une étude économique sur une surélévation familiale et une surélévation familiale qui avait un plancher porteur. Donc, c'était assez drôle, c'est qu'elle a été conçue, cette maison, pour une surélévation. Donc, il y avait une charpente qui était posée dessus, avec un espace libéré au centre, mais qui n'était pas à hauteur, parce que la hauteur du fêtage était à 2 mètres. Donc, c'était vraiment prévu qu'il y aurait place pour être levé dans l'état. Et donc, à partir de là, j'ai considéré que l'appui sur le plancher n'était pas jouable, parce que c'était limité quant à la hauteur. Et donc, j'ai développé ce principe-là à partir de ça, le principe d'appui sur mur, et tout a découlé dans le temps pour se positionner dans ce sens et faire la différenciation avec le système existant de l'époque était Nino. Voilà. Donc je pense que là je pense qu'on peut peut-être rentrer dans les questions-réponses ou on peut continuer sur le principe. On peut considérer aussi, et là on rentre plus dans le principe du webinaire, de la formation. Là on survole, on n'a pas survolé les aspects techniques de diagnostic, voilà, des diagnostics faisabilité, où là effectivement c'est plus dans le principe de la formation. Et bien sûr, il y a un diagnostic de faisabilité qui doit être fait, aussi bien sur les descentes de charge que sur l'état général de la charpente, pour voir si cette charpente est surélevable ou pas, voir l'intérêt aussi de garder la couverture ou pas. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui seront développées dans la formation si les gens sont intéressés par le principe. Maintenant, pardon, Laurence. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de questions, dont des questions très précises auxquelles nous ne répondrons pas ici, parce qu'elles ne concernent pas forcément tout le monde et que c'est vraiment trop précis pour être abordé lors de ce webinaire de 3 quarts d'heure. J'avais une première question lors de l'introduction que nous a faite Julio sur comment gérer les impacts sur les fondations. Bon, ça fait partie du diagnostic, en fait, et de la faisabilité technique. Il faut faire une descente des charges et une analyse, disons, de l'état, de la capacité structurelle ou la surcapacité possible que puisse avoir le bâtiment. Et l'analyse des sols et des fondations fait partie de cela. Et bien sûr que la surélévation sans la démolition du toit, et bon, on surélève le toit et on n'ajoute pas encore de la charge. Donc, on a tout l'intérêt à utiliser des matériaux les plus légers, disons, pour ajouter le minimum de charge sur le bâtiment. Mais bon, ayant dit ça, la réponse vraiment, c'est une étude sur mesure, au cas par cas, et ça dépend de la construction du bâtiment, des matériaux, des systèmes structurels, et puis de cette étude de fondation, et voir comment sont les fondations existantes si jamais il faut les renforcer. Bon, ça c'est un travail, disons, un peu lourd. Oui, mais qui est indépendant du levage. Le levage, lui, ne rajoute pas. Pour vous donner à peu près le poids d'une colonne de levage aux alentours de 350 kg. Donc, on lève à peu près 5 tonnes par colonne. Donc, ça, si on parle de la charpente existante.
Donc, il n'y a pas d'études particulières à faire au niveau de la descente de charge sur le bâtiment. Ça, c'est pas l'étude de descente de charge au niveau des fondations va être implicite dans la descente, dans la construction dans la surélévation elle-même, non pas le levage, mais les éléments de surélévation qu'on va rajouter. Oui, dans le levage, non, mais il faut faire un diagnostic global de la structure existante. Tout à fait. Par contre, nous, on est ramené à faire un diagnostic global de la structure existante et surtout un diagnostic de la charpente, ce qui n'est pas le cas dans la démolition. Voilà, la charpente, dans la démolition, la charpente existante est un élément qu'on dégage. Oui, oui. Nous, par contre, notre spécificité, elle est là. En tout cas, pour revenir à la question, oui, ça fait pas bien parce que c'était spécifique sur les fondations. Et oui, c'est bon, on a déjà dit, c'est très spécifique et c'est au cas par cas. Normalement, dans mon expérience, une maison d'un étage, pour le cas de la maison, les fondations sont normalement, disons, généreuses. Normalement, on peut ajouter un étage à une maison sans avoir à renforcer les fondations. Ça, c'est le cas courant. Si c'est plus d'un étage, on peut rentrer peut-être sur des surcharges. Pour un bâtiment aussi, ça dépend, mais paradoxalement, plus haut est le bâtiment, le potentiel disons, des excedences de la charge est plus petit si on ajoute un étage. Pourquoi? Parce que si on a, par exemple, 5 niveaux et on ajoute un étage, 6, c'est 1 sur 6. Donc, c'est 1/6 de la charge qu'on ajoute, de la charge de départ. Donc, en pourcentage, proportionnellement, c'est pas trop par rapport à tout le bâtiment. Bon, j'espère avec ça. C'est le sujet de la formation. Avait répondu un peu à la question qui est une question qui est. Absolument. Absolument. Et puis, en début de l'intervention de Patrick, on nous a posé la question de savoir si votre société, donc Surlève, se chargeait des études structures pour justifier la reprise des efforts sur la maçonnerie existante. Vaste question. Oui, on rentre dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on va, concernant le levage, concernant l'incidence du levage sur le bâtiment, on met en place une ingénierie qui va être prise en charge par Surlève. D'accord. Alors, on a eu aussi beaucoup de questions, c'est normal, sur le coût, en fait, de ces efforts à faire hein, pour effectivement aller vers une notion de zéro carbone ou ce que vous voulez. Mais est-ce que vous avez des notions de prix de coût pour ce type de chantier, notamment dans les cas que vous avez présentés, les cas 1, 2, 3 que vous avez présentés pour la France? Je ne sais pas si c'est une question à laquelle il est facile de répondre, mais est-ce que vous savez si potentiellement il y a des surcoûts par rapport à un chantier, on va dire, traditionnel? Alors, on va pas rentrer dans le détail, mais dans le principe général, on objective des réductions de coûts très sensibles, c'est-à-dire que une démolition-construction, on doit la comprendre comme étant un acte qui va être un acte. D'abord, il y a la démolition, donc tous les coûts liés à la démolition, il y a tous les coûts liés à la protection du chantier, et il y a tous les coûts liés à la reconstruction de la toiture. Donc ça, c'est ce coût-là, si on le met en face de notre système, nous, on objective des réductions d'à peu près 50%. D'accord. À peu près. Et sans parler des délais, parce que bon, on a eu des expériences de chantier qu'on a visitées, disons, qui travaillent de la façon traditionnelle, et le directeur de travaux nous a dit récemment un chantier traditionnel qu'on a visité que c'était en centre-ville, bien sûr, et que le délai pour la démolition et la reconstruction de la toiture, ça leur avait pris
entre 2,5 et 3 mois. C'est ce qu'il avait répondu. Ouais. Ça, on le fait avec le système Surlève en 1 semaine. Donc, c'est 1 semaine contre 3 mois. Bien plus sûr. ou moins. C'était mûr. Bon. Oui, oui. Voilà. Donc, il y a des coûts aussi associés au temps. Voilà. Et ces coûts-là, par exemple, pour un mètre d'ouvrage, bon, si on prend, comment dire, des bâtiments comment dire, portés par des maîtres d'ouvrage institutionnels ou des promoteurs ou autres, c'est vrai que le temps, c'est de l'argent. Donc, à partir de là, effectivement, il y a des réductions qui ne seront pas nécessairement celles qui ne seront pas nécessairement, comment dire, hyper importantes pour l'entreprise qui va opérer. Et par contre, pour le client, oui, time is money, comme on dit. Oui, pour le site occupé aussi, c'est pour ça qu'on peut envisager de faire des sites occupés, parce qu'en question d'1 semaine, quelques jours de plus, on a construit on a fait le solivage et on a construit le plancher, et les gens peuvent revenir chez soi. Donc, bon, c'est un autre sujet, on le laisse là. Sur un plan opérationnel, oui, c'est très important. Mais disons, la faisabilité en milieu urbain d'un côté, et même au milieu non urbain, périphérique ou même rural, le système permet cette continuité, disons, d'habitation. Et alors, pour clore ce sujet budgétaire, avant de prendre une ou deux autres questions, est-ce que vous savez s'il existe des aides ou des subventions pour ce type de surélévation? Alors, on travaille là-dessus, puisqu'effectivement, notre projet a été repéré par l'Europe et donc a gagné un label Circular Invest, un label comme quoi c'est une reconnaissance, voilà. Nous sommes parmi, disons, des projets repérés comme hautement circulaires, disons, voilà. dans l'environnement européen, de la circularité en général, pas du bâtiment. Voilà. Là, disons, on est avec des projets qui sont dans l'alimentation, dans les batteries, et des choses comme ça. Et bon, Surlève a été repéré comme potentiellement un projet qui peut aider beaucoup à la circularité. Voilà. Et donc, bon, de ce point de vue-là, ils nous accompagnent, ils essayent de garantir un bon développement. Mais surtout, c'est ce label-là peut. Alors, on creuse, on fait un travail dans ce sens, c'est-à-dire que labelliser la surélévation sans démolition est possible. Je crois même qu'on pourra bénéficier d'une TVA réduite sur notre action, c'est-à-dire on pourra bénéficier d'une TVA à 5,5 sur notre action, c'est-à-dire le fait de conserver le toit peut nous permettre d'avoir une TVA à 7,5. C'était Bercy, il y a quelques années, avait validé l'histoire. Donc, on est dans ce sens. Au niveau des aides, je pense qu'il y a des aides classiques, de tout ce qui est, comment dire, des aides à la rénovation, comme sur les versions classiques. Mais nous, on espère, du fait qu'on ait une solution qui soit circulaire et à haut impact, et voilà, qui rentre dans ce sens-là, on espère pouvoir faire bénéficier plus largement aux opérations de surélévation de quelques aides potentielles de l'État ou quelques dégrèvements d'impôts ou quelques réductions de TVA. Voilà, on en est là. On n'en est pas encore. Okay. Voilà, mais on va dans ce sens. On est plutôt dans le bon sens. C'est une première reconnaissance remarquable tout de même. Et puis, écoutez, dans la minute qui nous reste, je vais prendre une dernière question. Veuillez m'excuser si vous y avez déjà répondu parce qu'elle est peut-être arrivée un petit peu trop tôt dans votre déroulé. Quelqu'un nous demande s'il est possible de surélever de plusieurs niveaux un immeuble de logement collectif. À partir du moment où l'immeuble répond, donc, la première question, c'est est-ce que c'est faisable au plan urbanistique, au plan urbanisme, bien sûr, et après au plan technique. Le moment où c'est possible au plan technique, le bâtiment peut supporter, la charpente est intéressante à conserver et on peut la lever. Oui, dans l'idée, on objective, c'est nos prochains développements, de pouvoir lever sur des bâtiments collectifs au moins de 2 niveaux. 3 niveaux sera plus compliqué sur des collectifs qui ne sont pas des collectifs en dents creuses, mais on pourra, je pense, objectiver de 2 niveaux qui permettront de créer effectivement doubler la surface de surélévation par rapport à une surélévation d'un niveau.
Ça va dépendre de la taille, ça va dépendre il y a pas mal de facteurs qui rentrent en jeu, mais notre idée, enfin notre principe de développement aujourd'hui, notre R&D s'oriente vers ce type de développement. Donc à terme, pas tout de suite, mais à terme, je dirais même à un court moyen terme, on sera dans la capacité à lever des bâtiments de 2 niveaux. Libres, c'est-à-dire pas en dent creuse, je précise. Oui. En dent creuse, on a 3 niveaux. Messieurs, il vous reste à vous remercier infiniment pour cette présentation. Voilà, il y avait beaucoup de questions. Vous les recevrez bien sûr, mais j'invite nos auditeurs de ce matin surtout à venir suivre les formations que vous animez à nos côtés pour le moniteur sur toutes ces thématiques et ces problématiques. Et vous pourrez du coup avoir l'occasion de poser toutes les questions un petit peu techniques que vous nous avez fait parvenir ce matin et d'avoir des réponses en direct. Merci à tous les deux. Passez tous une bonne journée, bon appétit et à très bientôt pour un nouveau webinaire organisé par le département de formation du moniteur. Merci messieurs. Merci au moniteur, bien sûr. À bientôt. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.